de ce séminaire, de ce webinaire. Diapo suivante, Katia, s'il te plaît. Bon, voilà, ça c'était ma trombine. Le programme. Alors, dans le programme, nous avons 3 temps. Nous allons d'abord avoir une petite introduction que je ferai pour expliquer combien ce sujet nous touche. Ensuite, nous laisserons la parole à trois intervenants. Le premier étant un maître d'ouvrage, Olivier Rivaud, directeur technique de Nexity Série, qui nous expliquera l'engagement de sa société sur cette question. Puis ce sera Julia Couteau, responsable qualité de l'air intérieur chez Phosphoris, qui est un bureau d'études environnementales, d'ingénierie environnementale. Enfin, Lucille Berlia-Camara, responsable santé-environnement chez Cercal Qualitel, où nous parlera des premiers indicateurs qui permettent de progresser sur cette question. Nous ferons un temps de questions-réponses. Donc à ce sujet, vous avez un chat, donc vous pouvez, au fil de la discussion, commencer à poser des questions. Donc on laissera quelques instants, 5-10 minutes de questions-réponses, ça dépendra de vous surtout. Et puis nous attaquerons l'avant-dernière partie, pardon, qui porte sur une sorte de speed dating avec 4 industriels qui s'engagent sur cette qualité de l'air. Et nous commencerons par Benjamin Proisy, qui est directrice technique environnement marketing chez Tarkett. Puis Lionel Bouillon, PDG d'AlgoPaint, qui nous parlera, lui, plutôt de peinture. Alors, Tarkett, ce sont les sols, comme chacun le sait. Lionel Bouillon nous parlera des peintures à base d'algues, tout un programme. Puis ce sera Édouard Elbaz, responsable zone nord chez Aldes, qui nous montrera ce qu'ils peuvent faire pour purifier l'air de nos logements. Et enfin, Henri Maraché, directeur général de France Énergie et trésorier d'AMO, nous montrera qu'on peut aussi avoir de l'air pur dans nos bureaux et plus généralement dans le secteur tertiaire. Voilà donc pour le programme. Il y a donc 2 séquences de questions-réponses. Et je vais, sans plus attendre, enchaîner par une petite introduction avec quelques slides pour vous montrer quand même l'importance du sujet. D'abord, un enjeu de santé publique. Alors, la période que nous traversons, la Covid-19, nous montre bien que l'air que nous respirons est vital, si je puis dire. Mais aussi la responsabilité que nous endossons. On ne peut pas dire on ne savait pas, on sait. Et donc, nous, constructeurs au sens large du terme, nous avons une responsabilité quand nous construisons, quand nous réhabilitons. Cet air intérieur se pollue ou se dégrade de plusieurs manières. Il y a d'abord l'air extérieur qui peut en être la cause. Il y a ensuite tous les produits et équipements de construction qui peuvent libérer des choses pas très saines. Il y a la ventilation qui peut être défectueuse. Il y a le mobilier qui peut larguer aussi de vilaines choses. Et puis, il y a aussi l'activité des occupants, et sans oublier ce qui peut se passer sous le sol avec d'autres radons. Le radon, par exemple. 85% de notre temps est passé à l'intérieur. Donc, c'est un sujet important. 5 à 10 fois plus pollué, c'est l'air intérieur, 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et l'Agence de la santé nous dit que ça joue sur une diminution de l'espérance de vie de 9 mois. Slide suivante. Il y a plusieurs effets. Il y a des effets immédiats, il y a des effets à long terme. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du bâtiment malsain. On le ressent directement, c'est des maux de tête, des irritations, des muqueuses, problèmes respiratoires. Ça équivaut à 20 000 décès par an, cette pollution de l'air intérieur, sous des formes diverses et variées. Malheureusement, vous les avez, cancer du rein, leucémie, des poumons, intoxication au monoxyde de carbone, maladie cardiovasculaire. Coût global, 38 milliards d'euros. Voilà. Slide suivante. Encore quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres que j'avais trouvés il y a déjà un certain temps, mais on n'a pas des chiffres aussi précis en France. Il faut savoir que l'Observatoire de la qualité de l'air en France, il n'existe que depuis 10 ans. C'est relativement récent. En 2003, déjà, l'État de Californie, qui ne comporte que 40 millions d'habitants, je rappelle que nous sommes 66 millions, a fait des mesures et il a observé que la mauvaise qualité de l'air jouait sur 2% de baisse de productivité, soit 9 milliards d'euros. Que si on s'y prenait mieux, on pourrait
éviter 43 à 235 milliards de gaspillage dû à cette mauvaise qualité de l'air. Vous avez en dessous la répartition, je ne vais pas tout commenter dans le détail, mais il y a des effets financiers dus aux maladies respiratoires, aux allergies, à l'asthme. Il y a le syndrome à nouveau du bâtiment malsain, et puis il y a le phénomène qui n'est pas neutre, 25 à 180 milliards d'amélioration de la productivité. Alors, les différents types de polluants intérieurs, il y a d'abord, comme on l'a vu de gauche à droite, les matériaux de construction, de décoration, les cols, les peintures, les bois, sans parler du mobilier. Il y a tous les composants, les composés organiques volatiles, les fameux COV, qui ont différentes formes, qui sont, encore une fois, 15 fois plus présents dans l'air intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est vrai que vous pouvez livrer un bâtiment très sain, mettre du meuble et refaire des mesures, et vous voyez que tout est pollué. D'autres polluants chimiques, il y a le plomb, le monoxyde de carbone, les particules, les fibres, les gaz radioactifs, les systèmes mal réglés, chauffage, climatisation, et puis les activités humaines. Les produits d'entretien peuvent être très polluants, et nous ne parlerons pas de la fumée de cigarette. La slide suivante. Donc, c'est maintenant une préoccupation plus que nationale et internationale. C'est un sujet qui occupe tous les pays, et des réglementations se font jour déjà. La responsabilité des acteurs de la construction est bien établie. Et donc, voilà, on voit apparaître des étiquetages de matériaux qui sont maintenant obligatoires, des produits dangereux qui sont définitivement interdits, et puis on nous annonce pour très très vite, déjà 2023, la surveillance de la qualité de l'air intérieur obligatoire dans tous les lieux recevant des populations sensibles. Voilà. Donc on a maintenant de quoi être alerté et de quoi exercer mieux nos choix de constructeurs, de prescripteurs, en choisissant bien les matériaux, en choisissant des systèmes de ventilation adaptés, et en veillant à la bonne utilisation du logement. Voilà pour cette introduction que nous avons voulu rapide, et on va maintenant laisser la parole à Olivier Rivaud, directeur technique de Nexity, qui nous explique pourquoi Nexity s'engage dans cette voie-là. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis directeur technique de Nexity Série, qui est la filiale qui fait du logement résidentiel dans les départements de Paris, du 92 et de la banlieue proche du 94. On peut passer à la slide suivante. Donc, parler de 3 items. Comme le disait François, la qualité de l'air, pourquoi Nexity s'y intéresse. Deuxième démarche, quelle est notre démarche qu'on a mise en place chez Nexity? Et troisième sujet, les démarches qu'on a en cours de développement au niveau de la qualité de l'air. Donc, pour le premier sujet, tu peux passer la slide, Katia. Donc voilà, pourquoi Nexity s'intéresse à l'accueil? Il y a notamment deux volets. L'intérêt évidemment environnemental et sociétal, parce que nous voulons être une plateforme de services et donc d'utilité pour nos clients. Et aussi parce que la qualité de l'air, c'est la 3e préoccupation environnementale des Français. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. On a aussi évidemment, donc, en plus de l'intérêt environnemental, l'intérêt sanitaire. Comme tu l'as dit François tout à l'heure, la pollution de l'air, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur la santé. Donc ça fragilise les voies respiratoires, ça rend les organismes plus vulnérables. Et une exposition chronique à la pollution de l'air peut être à l'origine de nombreuses maladies. Et, bon, oui, côté un peu possible, c'est pas grave. Donc, Nexity, on a été, je dirais, précurseur dans la démarche, puisque depuis 2015, avec Sercal, enfin une filiale de Sercal qui est Kios, Paris-Val de Seine et Série, ont développé un protocole de qualité de l'air qu'on a développé aujourd'hui sur ces 2 filiales et qui l'ont fait sur l'intégralité de leur programme depuis 2015. Il faut savoir que depuis maintenant, depuis une décision qui a été prise au sein de Nexity depuis septembre 2020, toutes les opérations du groupe, dont les permis de construire seront déposés à partir de 2020, auront une démarche nationale, et qui est la démarche qui a été faite par ces 2 filiales que je vais vous présenter après. Tu peux passer. Donc, pourquoi aussi pour le faire? Évidemment, c'est pour le faire pour nos clients. Il y a forcément quelque chose d'important pour eux au niveau du confort et du bien-être, pour leur santé évidemment. C'est aussi d'apporter tout de suite une première réponse à leurs demandes, puisque c'est vraiment une priorité pour eux.
Et ça permettra aussi, à la suite de nous, pour faire des logements, je dirais, de nouvelle génération, avec peut-être des applications ou des capteurs pour pouvoir voir la qualité de l'air. Ensuite, je vais vous parler donc de la démarche qui est réalisée. Donc la démarche, aujourd'hui, on a des phases qui arrivent à toute étape clé d'une opération immobilière. Donc cette démarche, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va la mettre, il y a 2 filiales qui le font déjà, et on va la mettre systématiquement sur toutes nos nouvelles OP. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, rapidement à chaque phase? Je vais aller un peu vite. En phase pré-comité d'engagement, qu'est-ce qu'on fait? On désigne un assistant, qui est un assistant maître d'ouvrage spécialiste de la QAI. Il aura pour but, dans la deuxième phase, donc dans la phase du montage PC, de réaliser une audit QAI. Et vraiment, l'idée, c'est que cet AMO, il communique nos exigences et les exigences liées à la QAI et qui réalise une audit qui va être basée sur l'analyse de site, toutes les pollutions, la pollution environnante, les analyses bioclimatiques. Et cette audit nous permettra de définir des prescriptions. Ensuite, on va forcément commercialiser nos logements et on veut intégrer déjà cette démarche sur nos opérations et on devra mentionner la classe et l'étiquetage des produits qui seront mis en œuvre dans nos notices commerciales qu'on vendra à nos futurs acquéreurs. Dans la phase de consultation, dans la phase de consultation aux entreprises, c'est aussi dans le DCE, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on demande aussi à notre AMO d'aller vérifier toutes les pièces, tous les CCTP, relire les CCTP, éviter les erreurs, éviter la prescription de produits qui ne sont pas conformes, par exemple des cols qui pourraient dégager de forts taux de COV qui ne sont pas bons. Et on a aussi quelque chose d'important qui est le choix de la VMC. On demande des choix de ventilation mécanique, forcément en classe d'étanchéité A à minima. L'idée de tout est de vraiment mieux réaliser en chantier, et vous le verrez après, la VMC de nos logements pour limiter le taux de fuite. Donc, lorsqu'on réalise nos OP en exécution, on fait 2 choses. La première, on fait déjà des réunions de sensibilisation auprès des entreprises avec lesquelles on travaille et auprès aussi des compagnons qui viennent réaliser nos chantiers. Donc, il y en a une première qui est faite en amont, enfin, avec les lots de grosses œuvres et les lots techniques, et il y en a une deuxième qui est faite parmi quand on est en corps d'état secondaire. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens, sensibiliser aussi lorsqu'ils réalisent des réseaux de VMC, par exemple, pour être sûr que le travail soit bien fait et qu'ils comprennent pourquoi la démarche. C'est aussi de les sensibiliser sur les produits et de bien utiliser les produits qu'il faut. Donc l'AMO, en faisant ça, il va venir nous aider en vérifiant que les entreprises utilisent les produits préconisés et il permettra aussi de voir qu'on a la bonne mise en œuvre des équipements. On lui demande aussi systématiquement, c'est un peu compliqué en chantier, mais de venir vérifier l'intégralité des installations VMC avant qu'on ait fini toutes les cloisons pour être certain qu'elles soient bien réalisées et qu'il n'y ait pas de fuite partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur tous nos logements un mois avant la réception? Donc, on a réalisé un protocole et on teste nos logements. On teste nos logements, 6% à peu près des logements, dans lequel on va voir mesurer, je vous dirai après ce qu'on mesure dans tous les logements, dans tout le logement en laboratoire. Donc concrètement, le rôle de l'AMO, qu'est-ce qu'il fait? Le but, c'est vraiment d'identifier en amont les différentes sources de pollution inhérentes au projet de construction et à son environnement, ainsi que les facteurs pouvant impacter la QAI grâce à son audit. Donc, ce que je vous disais, phase montage PC, analyse des pollutions environnementales, analyse architecturale et paysagère. Et dès l'obtention du permis de construire, l'analyse des prescriptions techniques, les CCTP, les dossiers marchés, les prescriptions des matériaux à mettre en œuvre sur l'opération. Il doit y aller. Et en exécution, contrôle des produits, test d'étanchéité et les mesures finales qu'on réussit fait dans nos logements. Alors, ce qu'on va tester dans les logements, c'est quoi? C'est le formaldéhyde, le dioxyde d'azote, les particules fines, le benzène et les composés organiques volatiles. Et les seuils après guides que nous, on s'est fixés restent aujourd'hui ceux, vous voyez par exemple, la plupart du temps, ceux qui sont prescrits par l'OMS ou la NCES. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, sur lequel on travaille maintenant pour la qualité de l'air? On a 2 projets en cours. Alors, un au niveau du groupe qui va être l'intégration de capteurs connectés à notre application domotique dans les logements. Donc ça, je sais qu'il va y avoir un projet de test qui va être fait je crois, au premier semestre de l'année prochaine, c'est-à-dire de mettre un capteur dans le logement qui puisse capter, je ne sais plus exactement ce qu'il va y avoir, mais
la pollution de l'air, les composés organiques volatiles, le taux de CO2, et qui permettra d'être relié à une application domotique développée par Nexity et qui permettra de donner une information à l'acquéreur du logement. On a aussi pour but d'installer aussi 2 capteurs de qualité de l'air extérieur, par contre cela aussi par bâtiment, pour aussi pouvoir donner une indication à nos futurs acquéreurs. Ouais, t'inquiète, je serai bon. Et enfin, le dernier système qu'on est en train de voir, qu'on est en train de tester sur qu'on va tester prochainement sur une opération parisienne, ça va être donc un système qui permet alors c'est pas du double flux, hein, c'est un système qui va nous permettre de vecteur air, qui va nous permettre de souffler du chaud dans le chauffage et de souffler du froid pour avoir une climatisation, pour climatiser l'appartement sur un système de pack triple usage, logement, enfin OR, voilà. Et dans ce système de pack et de système de vecteur air, on va venir quand même filtrer l'air intérieur des logements et on va avoir la filtration jusqu'à des fils de type F7, donc qui va permettre de gérer les filtres, les particules PM1. Donc ça aussi, ça va nous permettre aussi d'agir carrément sur la qualité de l'air et d'aller filtrer l'air carrément de nos futures opérations. Donc ça, c'est en test sur une opération de ma filière. Voilà. Et je vais laisser maintenant la parole, je crois, à Julie. Et je dois être plutôt dans le timing. Merci pour tout. Oui, merci Olivier, puisque tu as même redonné 1 minute 23 à Julie. Tu n'es pas obligé de la consommer puisqu'on fait repartir le compteur à 0. Donc, Julie, à toi. Je vais faire ce que je peux pour rester dans les temps. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julie Couteau. Je suis ingénieure chimiste de l'environnement et je suis spécialisée sur la qualité de l'air intérieur et extérieur. Je travaille pour le bureau d'études Phosphoris, qui est un bureau d'études thermiques, fluides et électriques. En tant que BET, nous avons un rôle important à jouer sur les problématiques de qualité de l'air dans le bâtiment. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut intégrer ce sujet de manière systématique à toutes les phases d'un projet. Aujourd'hui, les problématiques de réchauffement climatique sont bien intégrées avec la RT 2005, RT 2012, prochainement la RT 2020, mais quand il s'agit de la santé, c'est bien moins le cas. Donc, je vais compléter la présentation qui vient d'être faite par Olivier Erivo en montrant l'intérêt d'intégrer la qualité de l'air au cœur des projets de construction. On peut passer à la suivante. Voilà. Pour cela, nous devons d'abord identifier le risque qualité de l'air intérieur d'un projet en faisant l'inventaire des sources de pollution lors d'une étude de site. Je vais passer rapidement sur ce point parce qu'il vous a déjà été présenté toutes les sources de pollution extérieure. Je vais juste toutes les sources de pollution. Je vais juste citer une source que l'on a tendance à oublier, qui est la pollution des sols. C'est juste avant, mais c'est pas grave. On peut laisser celle-ci. Les anciennes activités humaines peuvent être responsables d'une pollution des sols de longue durée par des hydrocarbures, des solvants, des déchets émettant des polluants gazeux que l'on retrouve dans le bâtiment. Récemment, un collège à Vincennes a dû fermer alors qu'il venait d'être livré pour cette raison. Une autre pollution bien connue qui est également importante est celle liée au radon, qui est un gaz radioactif dans les sols granitiques. Il traverse les dalles béton et se retrouve dans les logements. Il est la deuxième cause du cancer du poumon en France, comme l'a précisé tout à l'heure François Pellegrin. Donc, durant un chantier de construction, de rénovation, il faut prendre en compte la qualité de l'air à toutes les étapes. Et pour faire un petit zoom sur les actions effectuées, nous en avons retenu 5. Il s'agit de l'identification des sources extérieures, le choix dans les produits de construction de décoration, garantir un bon renouvellement de l'air, prévenir le développement fongique lors de la mise en œuvre et la phase de vérification à la livraison d'un bâtiment sur les systèmes de ventilation, mais également des mesures complémentaires de qualité de l'air qui peuvent être effectuées. Alors, il est indispensable dans un projet, comme je viens de le dire, d'étudier les sources de pollution extérieure. Je vais vous préciser un petit peu pourquoi. Je viens de citer la problématique du radon. On voit ici une carte de l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui montre le potentiel radon des sols. Ici, c'est la commune de Nantes. Il est difficile de trouver des solutions pour traiter cette pollution après travaux. Donc, il est vraiment important de la prendre très en amont et, par exemple, de prévoir un espace tampon sous le bâtiment pour limiter le transfert sol-air. En milieu urbain, l'architecture et l'orientation des bâtiments ont une importance sur la dispersion des polluants.
Je vous ai mis ici un graphique présentant les variations de concentration des particules PM2,5, toujours dans la ville de Nantes. Les données ont été récupérées gratuitement sur le site de l'association de surveillance locale. On peut voir que sur 3 sites mesurés, les concentrations en PM2,5 dépassent régulièrement les valeurs limites de l'OMS de 10 microgrammes par mètre cube. Donc cette étude préalable est indispensable pour évaluer le risque de transfert de pollution et donc mettre en place des actions en phase de conception pour prévenir cela. Alors cette slide, on peut la passer comme le temps est limité, je reviendrai après dessus. Donc en tant que bureau d'études techniques, notre rôle est vraiment très important quand il s'agit de la conception des systèmes de traitement de l'air, puisqu'il permet de garantir un apport d'air neuf et l'élimination des polluants. Dans cette phase, on réfléchit également au potentiel à l'évolution du bâtiment dans le futur, c'est-à-dire la densification quand il s'agit de bâtiments tertiaires ou même de logements, le cloisonnement, le décloisonnement de surface, etc. Donc les systèmes de ventilation peuvent être pensés pour pouvoir piloter en fonction de l'occupation, mais également de la qualité de l'air des polluants à surveiller, la ventilation, et donc optimiser les consommations énergétiques associées. Les espaces techniques sont également conçus pour que, alors qu'ils sont de plus en plus étroits, ils sont prévus pour garantir une accessibilité au réseau et permettre une maintenance adéquate. Slide suivante. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très rapidement, durant la mise en œuvre, il est important de bien soigner la conception et la mise en œuvre pour limiter la migration de l'eau, les ponts thermiques, et bien respecter les temps de séchage des supports pour limiter le développement fongique durant cette phase-là. Nous préconisons également et nous pouvons effectuer des mesures à réception de l'ouvrage sur le bon fonctionnement des systèmes. Je souhaite vous présenter maintenant une solution technique que nous utilisons en tant que bureau d'études techniques qui est très innovante et développée par un de nos partenaires. Il s'agit de l'outil Indalo. C'est un logiciel de modélisation et de prévision de la qualité de l'air intérieur dans le bâtiment. Donc sur la base d'une maquette qui est créée sur Pléiade ou sur Evide, on peut évaluer la qualité de l'air en fonction du type de matériaux, de la ventilation, de la pollution extérieure et de l'occupation des locaux. C'est un outil d'aide à la décision qui permet de trouver le bon compromis entre la qualité de l'air intérieur, la performance énergétique et le coût. Le logiciel est basé sur un moteur de calcul développé par un chimiste lors d'une thèse en partenariat avec l'INDEM. Il s'agit du moteur Inca Indoor. C'est un moteur qui inclut plus de 700 composés organiques volatiles, les particules, l'ozone et les oxydes d'azote. Pour cela, il prend en compte les troposphères aéroliques multizones, les interactions chimiques entre les polluants, la photochimie et les interactions gaz-particules avec les surfaces. Les données qui permettent d'alimenter le moteur de calcul proviennent pour l'air extérieur des associations de surveillance de la qualité de l'air comme EPARIF ou de données mesurées sur site lorsqu'il n'y en a pas. Les rapports d'émission des matériaux pour chaque référence de produit ou équivalent sont fournis par des industriels ou sont disponibles sur la base de données INIES quand ils sont alimentés. Et on inclut également dans le moteur de calcul les données quant à l'étanchéité du bâtiment et les informations quant à la ventilation. Slide suivante, voilà. Je vais vous présenter pour conclure un cas d'étude qui a été effectuée, une étude qui a été effectuée sur l'école Ivry-Levasseur à Paris pour la direction des constructions publiques et architecture de la ville de Paris. Donc la simulation a été réalisée sur la base d'une maquette numérique. L'étude s'est concentrée sur 3 zones sensibles, les 2 bibliothèques, donc BCD Nord et BCD Sud, ainsi qu'une salle de classe. La ventilation est une ventilation double flux, donc les 2 bibliothèques ont des débits d'environ 15 m3 par heure et par personne, et la salle de classe a des débits d'environ 22 m3 par heure et par personne également. L'occupation des locaux a également été paramétrée dans le logiciel Indalo. Donc l'objet de cette étude était d'accompagner la DCPA dans son choix de vouloir faire de ce bâtiment un bâtiment bas carbone, puisqu'elle souhaitait utiliser des matériaux biosourcés. Cependant, une question se posait et la DCPA souhaitait être confortée dans ce choix quant à la qualité de l'air final dans le bâtiment durant l'exploitation. Car en effet, il y a une réglementation qui existe depuis 2013
Merci. Quant à la surveillance qui est devenue obligatoire dans dans certains établissements recevant du public, ce qui concerne les écoles et les centres de loisirs. Donc, l'étude a été effectuée sur 2 familles de matériaux. La première, c'est une famille dite réelle par la ville de Paris, qui correspond en réalité à des matériaux biosourcés à faible impact carbone. Les données ont été simulées sur la base de leur rapport d'émissions de polluants et de matériaux équivalents. L'autre simulation a été effectuée sur les matériaux utilisés plus classiquement que l'on a appelés dits conventionnels. Donc les résultats ont permis de montrer, selon les polluants visés par le décret obligeant la surveillance de la QAI dans certains établissements recevant du public, que les matériaux conventionnels impactent grandement la qualité de l'air dans ce projet, avec des concentrations en COV totaux, donc composés organiques volatiles totaux, supérieurs à 2000 microgrammes par mètre cube dans les salles qui sont étudiées. Et de même pour le formaldéhyde, sur le schéma du centre, des concentrations entre 60 et 120 microgrammes par mètre cube dans les salles qui sont étudiées. Sachant que, comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur Erivo, la concentration maximale recommandée par l'OMS en formaldéhyde est de 10 microgrammes par mètre cube. Donc la modélisation ici, en phase de conception, permet donc à la DCPA en fait, d'être confortée dans son choix de choisir des matériaux biosourcés. On remarquera à la fin que la concentration en dioxyde de carbone est très bonne dans les 2 cas, ce qui n'est pas forcément représentatif d'une bonne qualité de l'air en termes de polluants. Donc en tant que bureau d'études techniques, on travaille avec ces outils, mais également d'autres outils pour accompagner le maître d'ouvrage dans ses choix techniques, et donc remettre la santé au cœur des projets. Merci. Parfait. J'ai essayé de faire au plus vite. Donc je vais laisser maintenant la parole à Lucille Berlia-Camara de Cercal pour présenter pour faire sa présentation. Lucille, la parole est à toi. Lucille, oui, il faut mettre le micro. Donc, bonsoir à tous. Cercal, groupe Qualitel. Voilà, donc je suis responsable de l'activité environnement santé au sein du groupe Qualitel. Et en préambule, je m'excuse si jamais vous entendez un bruit de fond, des petites voix. J'ai essayé d'enfermer mes enfants à double tour dans leur chambre, mais c'est possible qu'ils arrivent à s'échapper. Du coup, ce que je vous propose, c'est très rapidement vous présenter le groupe Qualitel, et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est le sujet de la santé et la façon dont c'est traité dans la certification NF Habitat, et on verra qu'on a mis en place une option adossée à la certification qui valorise les actions vraiment vertueuses sur ce sujet de qualité de l'air intérieur par nos clients. Voilà. Donc l'association Qualitel, elle a été créée en 1974, donc c'est une association à but non lucratif, avec comme mission de promouvoir la qualité du logement à travers l'information au grand public et la certification. Principalement, la spécificité de l'association, c'est qu'elle est représentée au sein de son conseil d'administration par un ensemble, tous les acteurs en fait du secteur du logement, donc les associations de consommateurs comme les acteurs de l'offre du logement, les acteurs de la filière de la construction, l'État ou des organismes tels que le CSTB ou l'ANA. Du coup, nos référentiels de certification NF Habitat, ils sont développés avec un consensus de toutes ces parties prenantes. Donc, on a la filiale de certification Cercal pour le logement, la filiale Kios pour l'expertise l'évaluation, le fonds de dotation Qualitel également, la filiale Cercal pour la certification à l'international, et le petit dernier, c'est Qualitel Formation. Voilà, donc en gros, depuis 45 ans, le Qualitel, c'est 3 millions de logements qui sont certifiés. Voilà, on peut passer, je pense que ça aussi, voilà, on a une marque unique qui est NF Habitat. Juste rapidement, c'est vrai qu'on entend parler de certification, normalisation, labellisation. Du coup, la certification, c'est régi par le Code de la consommation. Et c'est une activité donc, par laquelle un organisme qui est indépendant du fabricant
atteste qu'un produit est conforme à des caractéristiques qui sont décrites dans un cahier des charges qu'on appelle un référentiel. Donc la certification, c'est vraiment une démarche volontaire. Ça va au-delà de la réglementation et qui permet de valoriser les acteurs qui sont engagés dans la performance, dans la qualité de la construction de l'habitat. Voilà. Donc la certification NF Habitat, donc le référentiel NF Habitat et sa déclinaison HQE est construit autour du cadre de référence HQE. Donc vous avez sûrement dû entendre parler des 14 cibles HQE. Maintenant, on a le cadre de référence HQE, donc qui est construit autour des grands piliers du développement durable. Donc ça veut dire qu'on traite à la fois, c'est la slide après, à la fois l'environnement, la qualité de vie, la performance économique, et puis on a une exigence transverse sur le management responsable. Donc, pour comprendre le référentiel NF Habitat, en fait, sur la partie de gauche, on a le cadre de référence du bâtiment durable, et sur la partie de droite, on a toutes les rubriques de la certification NF Habitat et sa déclinaison HQE. Donc, on voit qu'on est multicritères. Et si je prends l'exemple de l'engagement qualité de vie avec un objectif de lieu plus sûr et qui favorise la santé, on voit qu'on décline plusieurs rubriques. La sécurité, sûreté, la qualité de l'air, je vais y revenir là spécifiquement, la qualité de l'eau ou encore la résilience. Au niveau du code couleur, donc NF Habitat, c'est le bleu clair, et puis NF Habitat HQE, c'est le niveau un peu plus performantiel, surtout sur les thématiques liées à l'environnement. Voilà. On peut passer. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la qualité de l'air dans la certification, mais je trouvais important de vous parler avant de la réglementation, puisque j'ai dit que la certification, on va au-delà. Donc, dans le Code de l'environnement, il est inscrit le droit reconnu à chacun de respirer un air sain qui ne nuise pas à la santé. Donc, depuis 1982, on a les arrêtés qui précisent le principe d'aération générale et permanente. Donc, on voit que ça commence à dater un peu, hein. En 2004, on s'est intéressé au sujet du radon. Mais rien sur l'habitat, ça concerne plutôt les lieux ouverts au public ou de travaux souterrains. En 2011, on a eu un décret qui vient imposer la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements qui reçoivent plutôt un public jeune. Voilà, et puis en 2011 également, un étiquetage obligatoire pour les produits de construction et les équipements, les produits de construction et de décoration, donc qui indique les émissions de COV avec une échelle de classe, donc de A+, pour les produits à très faible émission, jusqu'à C pour les plus fortes émissions. Et rapidement, en 2009, donc l'AFSET a élaboré des valeurs guides qu'on appelle VGAI, donc avec des seuils à atteindre, notamment sur le benzène et le formaldéhyde. Voilà. Donc nous, on essaye de faire encore mieux. Et donc, on a construit la rubrique qualité de l'air intérieur autour de 4 grandes thématiques. Donc, la maîtrise des sources de pollution. On parlait tout à l'heure de la pollution des sols. Du coup, nous, on vient voir si la dépollution a bien été effectuée, le cas échéant. On s'intéresse également au radon. Donc, on a vu que ce n'était pas obligatoire dans la réglementation. Du coup, nous, on vient valoriser, enfin, en tout cas, c'est même pas qu'on vient valoriser, là, on a une exigence sur la mise en place de dispositions préventives pour contrer ce risque radon. Bien sûr, on doit choisir des produits à faible émission, donc à minima A. On va aussi, voilà, alors on va aussi demander des certifications sur les produits traités à base de bois. Les produits de traitement, donc c'est les certifications CTB et CTP+. Et puis, on va valoriser les produits qui disposent de labels encore plus performants que l'étiquetage français. Donc, GUT, par exemple, pour les revêtements textiles, ou Emicode C1+, pour tout ce qui est produits de pose. Les équipements de ventilation, c'est important. On fait attention le bon dimensionnement des systèmes de ventilation. Et bien sûr, au bon fonctionnement de ces appareils, donc avec des mesures débit-pression, le respect du guide Promévent. Et puis, le dernier élément, c'est des mesures de qualité de l'air à réception. Voilà, avec le protocole HQE Performance.
Du coup, le profil NF Habitat, donc comme je disais, on va plus loin. Et là, c'est une checklist d'exigences à respecter. Donc, on vise le top du top. Ça veut dire une analyse de site, ça veut dire des mesures de qualité de l'air à réception, ça veut dire des mesures débit-pression, un étiquetage A+ de tous les produits, ça veut dire des mesures de perméabilité des réseaux de ventilation. Ça veut dire une surventilation des logements avant la livraison. Voilà. Et puis, la présence aussi d'ouvrants. Alors, j'ai pas fini. Je suis désolée. La présence d'ouvrants. Je sais pas, il me reste un peu de temps. Pourtant, j'ai l'impression de parler vite. Hein, mais... Non. Oui, la présence d'ouvrants dans les salles de bain. Et puis, bien sûr, un point clé quand même, c'est la phase de réalisation. Avec une réunion de sensibilisation qui doit être faite auprès de tous les intervenants sur le chantier. Donc, c'est une démarche quand même qui est intégrée à la certification. Donc, pour le coup, on assure un suivi et surtout un accompagnement en étant un interlocuteur unique et spécifique sur ce projet pour mener à bien toute cette phase de mise en œuvre et d'assurer une bonne qualité de l'air à réception. Donc, on se rend compte qu'à chaque phase, on a des enjeux de qualité de l'air intérieur. Donc, on s'assure que l'analyse de site soit faite. On s'assure que les recommandations suite à cette analyse de site sont intégrées dans le programme, qu'on ait bien fixé des objectifs en termes de qualité de l'air et qu'on s'organise pour atteindre ces objectifs. En conception, on regarde que le choix des produits, le choix des systèmes constructifs soit de qualité, que les ressources aient été aussi choisies en fonction des compétences, par exemple pour les mesures. En consultation, ça va être important d'intégrer tout ce qui est mesures de qualité de l'air à réception, de sélectionner les prestataires, par exemple des laboratoires accrédités, de planifier ces mesures de qualité de l'air à réception, c'est important. La phase de réalisation, je pense que c'est vraiment un point clé sur la qualité de l'air par la suite. Donc, important de sensibiliser, de planifier. Notamment, on a parlé tout à l'heure des problèmes d'humidité. Donc, planifier, par exemple, les temps de séchage pour éviter les moisissures ultérieures. Et quelqu'un qui soit dédié aussi à la surveillance de cette phase chantier. Et j'ai bientôt fini la réception. Bien sûr, c'est là où on vient contrôler le bon fonctionnement des systèmes de ventilation avec l'application du guide promouvant les mesures, j'en ai parlé tout à l'heure, les mesures à réception de QAI, et le fait de transférer l'information aux gestionnaires et aux habitants avec un livret de bonnes pratiques, par exemple, pour que cette qualité de l'air, elle perdure en phase d'exploitation. Et j'ai fini. Bravo, bravo. Et les filles, pardonnez-moi l'expression, sont d'une précision hallucinante. C'était pas la peine de la stresser parce qu'en fait, on a peu de questions, donc on va avoir 3-4 minutes de rab. Donc, écoutez, s'il n'y a pas... il y avait juste une question de Gérard Senior à laquelle d'ailleurs Julie a répondu. C'était pour Julie qui s'intéressait à la liste des matériaux utilisés dans les études, la biosourcée. Mais vous avez la réponse, elle a mis la slide, Julie a mis la slide dans le chat, donc on peut enchaîner. Oui, à moins qu'il y ait d'autres questions là tout de suite. Oui, en plus, je crois que Gérard Senior a dû nous quitter, donc il n'est pas là pour la poser. Ah, Patou a une question. Je vois une main qui se lève. Si, je suis là. Pourquoi? Ah, Gérard, j'ai cru que tu avais quitté. Bon, ok. Ah, il est là, Gérard. Il ne dort pas. Il a déjà posé 2 questions, lui. Alors Patou a demandé... Oui, alors moi, On n'entend rien. Alors là, je vais vous la lire. Le fait que seul COV soit intégré n'est-il pas un problème? C'est Maxime Erlabel qui a posé cette question. Donc, c'est pas tout. D'accord. Comment j'ai fait pour écrire? Non, mais c'est bien, là on entend. Ah, on entend, bon. Oui. Alors, moi, ce que je voulais poser comme question, c'est que je trouve ça très, très intéressant, sur le plan, tous ces labels, tous ces trucs, mais je trouve ça très technique. Et je trouve qu'on n'a pas assez abordé le problème de l'architecture. Il faut que les logements, puisque la qualité de l'air est plus de 5 fois meilleure à l'extérieur qu'à l'intérieur, il faut vraiment avoir des fenêtres partout, pas des immeubles épais.
et que les aménageurs doivent prendre en compte le fait que les immeubles ne doivent pas faire plus que 10, 12, 13 mètres maximum pour qu'on ait des fenêtres dans toutes les pièces, que les cuisines ne peuvent pas être en fond de séjour, que les salles de bain doivent avoir une fenêtre. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important à prendre en compte dans la qualité de l'air intérieur. Et ça passe par les aménageurs, parce que si les aménageurs ont mis les voiries à 18 mètres, on n'aura pas des fenêtres dans les logements. Donc voilà, je trouve que c'est très important parce que l'entretien de toutes ces choses qui sont très très bien vérifiées au départ, mais après les gens ne vont pas l'entretenir ou l'entretenir pas forcément bien. Donc voilà, je pense que les fenêtres c'est indispensable. Merci de ce rappel de la responsabilité des concepteurs de livrer une conception dite bioclimatique. D'ailleurs, le mot a été cité. Et voilà. C'est dans l'expression de cette conception bioclimatique qu'on doit régler ces problèmes d'épaisseur, de vis-à-vis, de ventilation, d'éclairage naturel. D'autres questions? Alors, il y a Maxime qui posait des questions. Je ne sais pas s'il veut s'exprimer, qui sinon l'a écrit. Seulement 10 polluants ne semblent pas être suffisamment représentatifs des au moins 700 substances chimiques retrouvables dans l'air intérieur. Et je ne sais pas s'il veut s'exprimer. Moi, je les vois pas. Non, je pense que la question est explicite. Qui veut prendre la réponse, enfin commencer la réponse? 40 000 d'ailleurs. Après, encore pire, merci. Alors, je comprends pas tout parce que j'ai l'impression que Maxime, il a 2 identités. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a Marie Bellugue qui répond à ma question, ou qui commente ma question. Effectivement, la question, c'est dans le label, l'étiquetage obligatoire français. Il y a 10 composés organiques volatiles qui sont pris en compte, ce qui veut dire qu'on vient imposer un label A+, sur des peintures qui, potentiellement, sur leurs 300 émissions possibles et habituelles, 10 respectent les valeurs limites. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le consommateur? Est-ce que ce n'est pas particulier comme information? Voilà, On va peut-être le voir avec nos industriels, justement. Ça va faire la transition. Je pense que peut-être que Lucille a une réponse. Alors, l'étiquetage, vous m'entendez? Oui. L'étiquetage, donc, il a été construit. Alors, effectivement, il y a beaucoup de polluants de l'air intérieur. Je pense que c'était quand même les plus représentatifs suite à une campagne de l'OQAI. Ils ont fait ressortir ces polluants-là qui étaient quand même les plus inquiétants. Voilà, on en veut toujours plus. Donc, juste l'étiquetage, c'est une réglementation, c'est pas un label. Voilà, c'est obligatoire pour tous les produits en contact avec l'air intérieur, uniquement. Julia ? Pardon. Je peux compléter par le fait que, en fait, c'est suite à une étude qui a été faite en 2009, qui a été publiée en 2009, de l'ANSES, que l'étiquetage des produits de construction, de décoration a été rendu obligatoire selon un décret qui a été, lui, paru en 2011. L'étude a été faite selon beaucoup plus de polluants que cette dizaine. Et en réalité, les essais sont faits dans des laboratoires accrédités sur plus de polluants, puisqu'il va même vérifier des éléments, des composés organiques qui sont normalement interdits. Mais en fait, la réglementation porte sur ces 10 polluants parce que ce sont ceux qui sont considérés comme étant les plus dangereux et les plus représentatifs de l'air intérieur. Après, cette réglementation est amenée dans le futur à évoluer parce qu'on citait par exemple tout à l'heure le formaldéhyde qui est surveillé de manière réglementée dans les établissements recevant du public comme les écoles. Et ce formaldéhyde, la concentration dans le temps a tendance à diminuer parce que certains industriels ont tendance à changer la formule en mettant d'autres molécules à la place. Donc les décrets évoluent dans le temps, les études évoluent, ce n'est pas fixe. Il y a même un nouveau décret une nouvelle réglementation qui va sortir, cette fois concernant le mobilier. Donc oui, il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont faites et ça évolue dans le temps. Alors justement, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole à nos industriels qui vont nous montrer qu'ils ont des solutions déjà. Donc on leur demande de se livrer avec toute la rigueur à cet exercice de speed dating parce que si les premiers ont eu 10 minutes chacun et les ont remarquablement respectés, eux, ils n'en ont que 5. Alors on va commencer avec
Benjamin Proisy, directrice technique, environnement et marketing chez Tarkett. Donc, on va parler de sol de qualité. Bonsoir à tous. Alors, du coup, là, on n'a plus de présentation. Je ne sais pas si vous la présentez encore. Katia, qui est Elle la recharge. AMO, qui a fait un travail remarquable pour cette séance, se bat ou maîtrise la technique et va nous afficher tout de suite, en reprenant la main, partager écran sur le PowerPoint. Parfait. Bah, du coup, je peux peut-être juste commencer en attendant que ça se charge. Oui. Bonsoir à tous déjà en cette soirée de décembre. Avant de me lancer dans les solutions que Tarkett peut vous proposer, je voulais vous introduire, vous rappeler à ceux qui ne nous connaissent pas ce que nous faisons. Donc Tarkett est un groupe industriel français qui fabrique des revêtements de sol. Donc, tout type de revêtement de sol, des sols qui s'appellent des sols en PVC, en rouleau ou en lamédale, du linoléum, du textile, donc c'est de la moquette, en dalle ou en rouleau, notamment pour l'hôtellerie, et également du parquet. Voilà, donc en gros, on fabrique tout, à l'exception en France du stratifié, et nous ne fabriquons pas de carrelage non plus. Voilà. Et donc, on adresse tous les segments relatifs à l'utilisation de ces produits. Alors, comme le soulignait, alors je n'ai toujours pas de présentation. Non. Katia, peut-être qu'il faut que tu fermes. Oui, je suis désolée, je suis en train de la recharger. J'ai eu un petit souci de connexion. J'ai déconnecté, donc je suis obligée de recharger la présentation. Benjamin, ne t'inquiète pas, tu seras recrédité du temps. Ah, c'est trop généreux. Mais tu peux continuer à nous tenir en haleine. Oui, c'est un exercice toujours difficile de continuer sans sa présentation. Mais... Oui, après, je la connais bien, mais c'est vrai qu'une petite illustration est toujours agréable. Donc, comme je vous le disais, donc Tarkett, fabricant de revêtements de sol, et on est extrêmement porté sur les sujets du développement durable, en particulier dans la conception de ces produits. Donc, la totalité de nos produits sont conçus sur les principes du cradle to cradle. Donc, en français, c'est du berceau au berceau. Et donc, en fait, l'approche de cette démarche, c'est de transformer notre approche de l'industrie d'une approche où on était sur une approche linéaire. On fabriquait, on installait, on utilisait, on jetait. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une approche circulaire où, eh bien, on fabrique notre produit, on l'installe, on l'utilise, on le recycle et on repart dans une nouvelle phase d'utilisation de notre produit. Et ce genre d'approche est labellisé et accompagné par la démarche Cradle to Cradle, c'est-à-dire qu'on doit répondre à 5 piliers principaux. Le premier, c'est d'utiliser des matériaux sains. Le deuxième, c'est de pouvoir réutiliser ou réemployer les matériaux, d'avoir une utilisation raisonnable de l'énergie et développer au maximum les énergies renouvelables, avoir une utilisation précautionneuse de l'eau et respecter l'équité sociale. Et donc, le sujet de la qualité de l'air intérieur, en fait, on la retrouve tout de suite dans l'utilisation de matériaux sains, puisque dans nos préoccupations majeures, on se doit de respecter la santé des personnes qui vont marcher sur nos sols. Donc, c'est pour ça qu'en fait, depuis 2011, la sortie de ce fameux décret sur la qualité de l'air intérieur, eh bien, nous travaillons très activement, on y travaillait déjà avant, mais là encore plus activement, pour proposer des revêtements de sol qui respectent nos utilisateurs. Alors, génial, top. Alors, du coup, on va pouvoir passer directement encore un coup. Voilà. Donc, ce qui est peut-être un coup en arrière quand même. Vous pouvez encore. La page d'avant. Voilà, c'est top. Parfait, merci. Et donc, avant de rentrer du coup sur ce qu'on peut vous proposer, il y a quand même quelques lignes directrices à garder en tête quand on installe du sol. Donc, quelques recommandations, c'est déjà de privilégier des revêtements de sol A+, pour limiter les émissions de COV, utiliser des produits d'installation qui sont labellisés et s'appuyer sur ce qu'on appelle communément les FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les matériaux de construction et les fiches de données sanitaires pour les produits chimiques. Ça, c'est la base un petit peu, on va dire, écrite qui guide vos choix pour utiliser les meilleurs produits. Et à côté de ça, et comme le soulignait la personne qui parlait de toute la labellisation, effectivement, il est très important de faire attention à la préparation du support,
la qualité du support et l'installation. C'est-à-dire que avant d'installer votre sol, assurez-vous que le sol n'est pas humide, parce que sinon vous allez encapsuler de l'humidité et générer des moisissures. Et puis avant de réutiliser votre sol, assurez-vous que la colle a bien pris, que c'est bien sec, puisque sinon vous allez avoir, déjà ça va devenir probablement moche, et ensuite vous allez dégrader la qualité de l'installation. Enfin, en rénovation, très important de continuer à être très vigilant sur les sujets amiantes. Je sais que ça nous anime beaucoup en France parce qu'on a énormément de bâtiments qui sont amiantés. Et voilà, et donc choisir les bons sols quand on a du sol amianté, c'est important. Voilà, donc ça c'est les premières recommandations. On peut passer sur la page suivante. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose chez Tarkett? Donc, dans notre approche matériaux sains, on choisit des matériaux sains et on fabrique des matériaux qui vous permettent d'avoir une qualité de l'air intérieur très élevée. Le label A+, ça vous permet d'atteindre des organismes volatiles à hauteur de 1000 microgrammes par mètre cube. Tous nos produits, nous, sont entre 10 et 100, donc 10 à 100 fois sous la norme A+. Donc là-dessus, vous êtes quand même en sécurité quand vous consommez des produits fabriqués par Tarkett. Je voulais ensuite illustrer mon propos par 2 exemples de gammes de produits. La première, ce sont les gammes de moquettes Airmaster. Donc, c'est tout un ensemble de collections qui s'appelle Airmaster et qui ont cette caractéristique particulière de capter les impuretés de l'air et les garder capturées jusqu'au passage de l'aspirateur qui va les récupérer. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'améliorer de 4 fois la qualité de l'air intérieur de vos espaces, prioritairement de bureaux, et d'utiliser un produit qui a été certifié Gold Plus par la GUI. C'est l'organisme qui labellise la qualité de l'air intérieur pour les sols textiles et qui vous assure vraiment une qualité de l'air intérieur dans les bureaux. Après, si vous voulez, sur le dernier exemple, ce sont des gammes que l'on vous propose, qui se posent sans colle. Et donc, ça vous retire toutes les pollutions de l'air qui sont liées à l'utilisation de la colle. Ça vous permet aussi de poser ces revêtements sur des sols amiantés. Et donc, l'ensemble de ces produits qui se posent sans colle ne contiennent évidemment pas de phtalate et vous apportent la qualité de l'air intérieur que je vous citais sur mon premier pilier. Au-delà de ça, on vient de lancer la gamme Genius en rouleau qui sont recyclables à l'infini après coup. Donc là, vous êtes à la fois sur des clients qui vont être en bonne santé et vous allez en plus contribuer à la qualité de l'environnement. Voilà, donc je vais passer sur ces parties-là. Vous avez donc les FDES et les ingrédients de nos produits qui sont disponibles sur notre site internet. Donc, ça vous permet de vérifier que les produits que vous allez acheter répondent aux critères que vous recherchez à atteindre dans vos bâtiments. Voilà, donc le temps file. Donc, si vous voulez en savoir plus, on peut passer sur la page suivante. Contacter soit moi-même, soit Fanny Baillet, qui est également présente dans cette conférence et qui pourra répondre avec une approche un petit peu plus commerciale que moi sur cette approche développement durable avec une approche architecturale dont vous pouvez avoir besoin. Merci Benjamin. Avec le temps recrédité, c'est pile poil dans la cible. Merci beaucoup. On continue avec Lionel Bouillon qui va nous parler de peinture à algues. On en a l'eau à la bouche. Tout à fait. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Écoutez, moi je vais vous parler de notre peinture. Donc, je suis le fondateur. Donc là, on va passer le slide après. Donc, on va vous parler de notre peinture écologique à base d'algues. Donc, Algo est une jeune start-up qui a été créée le 30 juin 2015. On est implanté en Bretagne et à Rennes. Et notre volonté était d'apporter sur le marché des peintures un revêtement, une approche complètement disruptive et innovante à travers des engagements forts que je vais vous exposer ce soir. Donc, on va passer au slide d'après. Le premier engagement d'Algo est vraiment d'apporter une solution en termes de qualité de l'air et à travers, proposer un produit sain pour un habitat sain, à savoir, justifier toute notre démarche dans la conception de notre produit, ce que vous allez voir après. Aujourd'hui, Algo bénéficie de la norme Écolabel. Et au-delà de la norme Écolabel, aujourd'hui, on est sur un produit à moins d'1 gramme par litre de composés organiques volatiles qui vient clairement, contribuer à la qualité de l'air intérieur des logements. On est partenaire d'une association également de 4000 médecins qui aujourd'hui préconisent nos produits dans des logements et des établissements où la qualité de l'air est vraiment un enjeu fort, comme par exemple tout ce qui est hôpitaux ou milieux EHPAD et les crèches également. On va aller au slide juste après. Pour justifier notre approche, il était important d'aller encore plus loin que, les normes édictées, le fameux A+, qu'on a pu vous présenter tout à l'heure.
Et aujourd'hui, nous, à travers des tests que nous avons pu réaliser auprès de différents laboratoires européens comme Eurofin, on démontre comme quoi Algo, aujourd'hui, en termes d'émissivité dans l'air intérieur, est un des produits les plus sains sur le marché, puisque si la norme impose moins de 1000 microgrammes de mètre cube dans l'air, nous, aujourd'hui, on est à 91 microgrammes de mètre cube dans l'air en taux de composés organiques volatiles et semi-volatiles également depuis peu. On va juste passer le slide après. En complément d'apporter un produit sain, pour y arriver, je dirais notre volonté était de nous affranchir de la pétrochimie au regard des peintures classiques du marché. Et vous le voyez sur ce graphique, aujourd'hui on est sur une peinture jusqu'à 95, et là sur nos derniers revêtements on est à 98% biosourcé, donc on est vraiment sur un produit disruptif. On va passer le slide juste après. Le slide suivant, notre volonté est également, comme je vous disais, on est breton, on est implanté en Bretagne, on est fortement attaché à l'économie locale et notre volonté était de travailler en filière courte, raison pour laquelle nous avons privilégié dans notre conception la valorisation de l'algue et nous avons fait faire et réaliser une FDES qui est présente sur la base IGNIS, permettant de démontrer également l'empreinte carbone de notre produit. Aujourd'hui, on a développé deux gammes, dont une va plus vous intéresser, qui est la gamme professionnelle, on va voir juste le slide après, qui aujourd'hui nous permet de répondre à 80% des attentes du marché, puisque la gamme est courte et complète, puisqu'on offre un primaire, un mat et un velours déclinable dans toutes les teintes du marché. On va juste le slide après. Notre volonté est également de créer d'applicateurs engagés dans la conduite du changement. Car si aujourd'hui, proposer un produit sain est un enjeu fort, il est important également d'avoir des applicateurs qui s'inscrivent dans cette démarche. Et c'est tout le travail que l'on mène au cours des derniers mois afin de constituer un maillage national d'applicateurs engagés sur nos valeurs. On va mettre juste le slide après. Au cours du concept Algo, si l'idée, je l'ai eue en 2008, on a eu différentes reconnaissances, dont entre autres les principales sont ici. On a eu le Grand Prix du ministère de l'Environnement et de l'Écologie, on a participé dans les 30 solutions pour le climat à la COP21. Emmanuel Macron, en 2016, nous a remis le Grand Prix de l'Union des industries chimiques de France. Et on a participé également à Tallinn au Grand Prix European Business Award. Donc on a aujourd'hui une forte reconnaissance sur nos produits et sur le concept. Et le slide après, je vais mettre. Et au-delà des certifications et des agréments qu'on a pu avoir, on a aujourd'hui la plus belle reconnaissance et des témoignages de clients qui ont testé nos produits et qui aujourd'hui, à travers la mise en œuvre de notre produit, ne génèrent plus d'allergie. Ce qui va être pour nous un réel engagement. Et on va mettre le slide juste après. Voilà. Merci. Souhaitant vous avoir présenté rapidement dans le temps imparti. Oui, merci Lionel. Il reste 40 secondes, alors je vais utiliser, non, juste pour savoir, quand tu dis ils ont testé les produits, ils ont dégusté, mangé ils les ont appliqués fortement et aujourd'hui ils nous invitent à développer, à poursuivre nos développements. Parfait. Merci. Merci François. On passe maintenant à nos amis, les deux derniers, qui vont nous parler de qualité de l'air. D'abord, dans l'habitat avec Édouard Elbaz. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je me présente déjà pour commencer. Donc, Édouard Elbaz, donc je suis responsable de la zone commerciale Nord chez Aldes, qui gère 4 régions, donc l'Île-de-France, le Nord et la Normandie. Voilà pour la présentation. Alors, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc, on est fabricant français de matériel de ventilation et d'air. On intervient sur plusieurs segments. Le premier, pour lequel beaucoup de gens nous connaissent, qui est la ventilation. Donc, la ventilation sur la partie tertiaire, comme sur la partie habitat, maison individuelle et logement collectif. On a aussi une activité sur la partie aspiration centralisée, le confort thermique avec des systèmes de climatisation et de ventilation aussi pour la maison individuelle, tout ce qui est purification d'air, protection incendie. On a une très grosse activité aussi sur la protection incendie, tout ce qui est clapet, coupe-feu, volet, désenfumage, toute cette grosse partie-là. Alors, pourquoi la QAI est importante pour Aldes? Je vais vous donner quelques chiffres, mais avant tout, déjà parce que c'est quand même notre vocation, nous en tant que fournisseurs, et on se dit que si nous en tant que fournisseurs, on ne s'occupe pas de la QAI, qui va s'en occuper? On l'a bien vu, on a d'autres partenaires qui le font, mais tous, on est tous alignés en tant que fournisseurs, tout simplement pour agir et offrir une vie plus saine au niveau des occupants. Je vais vous donner quelques chiffres, juste on a 10 millions de maisons équipées
en ventilation par Aldès. 42 millions de personnes à travers le monde respirent un air Aldès. 100 millions de mètres cubes d'air traités par Aldès et 200 000 personnes en plus chaque année qui protègent leur santé grâce aux produits Aldès. Constat sur la partie ventilation, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Je suis désolé sur la qualité du diagramme qui est à droite, qui est du camembert, qui n'est pas très propre. Mais déjà, 2 chiffres. Le premier, c'est 12 000 litres. 12 000 litres, c'est la quantité d'air que nous utilisons chaque jour et qui correspond à peu près à 26 000 respirations. Donc, autant dire pour Aldès, c'est vraiment important de prendre la santé de chacun en considération. Je vais venir sur le diagramme de droite, enfin le camembert. Vous allez voir les différents systèmes de ventilation qui existent en Europe. Donc, vous voyez que le système le plus utilisé en Europe, c'est rien. Il n'y a pas de système de ventilation à hauteur de 59% sur les logements, que ce soit collectif ou maison individuelle. Donc, les logements ne sont pas toujours équipés de ventilation. On a des systèmes de ventilation naturelle type basse pression qui représentent 24% et 16% sur la partie maison individuelle, donc simple flux. Donc, il est vraiment très important de traiter cette problématique de la ventilation, surtout en ce moment avec ce qu'on a pu vivre avec le Covid. Et on sait très bien que la ventilation est un élément qui permet de renouveler l'air, donc d'évacuer aussi les différents virus qu'on peut avoir dans les logements. Donc, les solutions pour agir sur la QAI, quelles sont-ils? Déjà, premier, c'est de ventiler. Donc, c'est quoi ventiler? C'est renouveler l'air, évacuer l'humidité intérieure et amener l'air neuf dans les logements. C'est parfait, François, je tiens le tien. Et l'extraction des polluants intérieurs grâce au capteur CO2, CO, on va le voir, et H2O, et puis filtrer l'air entrant sur les entrées d'air. Donc, je vous présente ici un système qui s'appelle le système Purair, spécialement dédié pour la maison individuelle. Donc, est un produit qui, effectivement, permet d'avoir 3 capteurs et de pouvoir prendre en compte les capteurs multipolluants des logements. Et en plus, il est effectivement connecté. Donc, Katia, si tu peux passer au slide d'après, voilà, pour vous montrer l'intérieur du produit. Donc, à l'intérieur du produit, on a 3 sondes, vous les voyez à l'image, qui sont d'un côté du boîtier électrique. Donc, on a en fait une sonde H2O qui va permettre de déshumidifier, surtout par rapport aux salles de bain. On va avoir une sonde CO2, comme vous le savez, on a de plus en plus de cuisines ouvertes, donc d'échappement de gaz carbonique au niveau des cuisines vers les salles à manger, donc une sonde CO2 qui va permettre d'extraire justement ce gaz carbonique, et une sonde COV qui est réglée à 10 microgrammes par mètre cube et qui permet justement de retirer les particules fines. En complément de l'extraction de l'air et des particules fines qui sont extraites à l'extérieur, on va aussi s'occuper de l'air neuf qui va rentrer dans le bâtiment et dans cette maison. Donc, on va traiter directement l'air neuf via un système de filtration au niveau de l'entrée d'air. Donc, c'est un produit qui est quand même assez innovant. On a un fil média plissé, comme vous le voyez à l'écran, qui permet justement de réduire les différents polluants sur l'amener d'air neuf. Voilà. J'ai essayé de tenir le timing. Ah ben, tu as parfaitement réussi. Tu as même un petit peu de rab, si tu veux te repentir de quoi que ce soit. Pas du tout, tout va bien. J'ai mon nom et mon téléphone et mon email. S'il y a des questions, c'est avec grand plaisir qu'on pourra apporter des réponses. Merci beaucoup à tous pour ces présentations synthétiques que nous allons terminer avec Henri Maraché, directeur général de France Énergie et trésorier d'AEMO. Merci François. Donc voilà, je voudrais aussi remercier, j'en profite puisque je passe en dernier, particulièrement Katia, parce que vraiment elle a su très vite prendre les manettes de la délégation générale et franchement avec cette qualité de présentation, on est fiers de toi Katia. Un grand merci aussi à ceux qui nous soutiennent, l'AEMO par leur cotisation et qui chacun à sa manière apporte son temps pour continuer à proposer des événements de qualité pour le grand bien de tous. Et puis bien sûr à nos participants qui ont su faire ressortir des éléments essentiels de cette problématique de qualité d'air intérieur. Henri, je te décompte 7 minutes de promotion de ton temps, bien sûr. Non, c'est gentil, mais c'est la moindre des choses. Pour présenter, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, France Énergie, en quelques mots, c'est une société qui existe depuis 1987. Le siège et l'usine sont basés en Mayenne, à Laval, et j'en suis le directeur général. 2 choses qui nous définissent. Notre technologie, elle a un atout que notre nom souligne, elle est Made in France. Et tout est conçu et fabriqué en Mayenne avec des matériaux français à 80% les composants et le reste de l'Union européenne. Notre deuxième
ce qui nous définit, c'est la R&D. 20% du chiffre d'affaires, et nous avons inauguré l'an dernier un laboratoire unique au monde pour simuler des conditions de température extrêmes et des pressions dans les immeubles de grande hauteur équivalent à des vents allant jusqu'à 130 km/h, comme le haut des tours de la Défense. Alors, nous avons un combat. Notre combat, c'est la lutte contre le gaspillage énergétique et la pollution pour gagner la bataille des villes. Passe. Notre arme. Eh ben, notre arme, c'est la pompe à chaleur sur boucle d'eau que nous appelons UTCI en français, qui veut dire Unité thermodynamique de confort individuel, dont la mise en œuvre couvre aussi bien les immeubles tertiaires, bureaux, hôtels, centres commerciaux, et les immeubles résidentiels collectifs, souvent situés dans des écoquartiers, grâce à la boucle d'eau. Notre mode de fonctionnement, c'est se mettre à l'écoute du maître d'ouvrage. On a une originalité dans la façon de faire notre métier d'industriel, pour travailler en mode projet, sur chaque projet immobilier d'ailleurs, et qui débouche souvent sur des innovations mises au point grâce au travail d'équipe. Celle-ci étant constituée du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, bureau d'études, architecte, et bien sûr France Énergie. En fait, nous innovons en marchant, à chaque fois que nécessaire. Et par exemple, l'innovation de ces UTCI, qui sont installés dans chaque pièce, comme des radiateurs, sont capables de récupérer toutes les petites quantités de chaleur disséminées partout dans la ville ou dans les bâtiments, qui deviennent en fait notre source de chaleur pour la redistribuer dans les pièces et les locaux là où c'est nécessaire. Cette innovation, et on en vient à notre sujet du jour, est combinée à un système de renouvellement et de purification de l'air intérieur qui est intégré dans la machine. En fait, nous proposons des solutions sur mesure dont les innovations additionnées représentent un enjeu majeur pour nos objectifs de transition énergétique et bien sûr de santé publique. Déjà 200 000 packs en France sur boucle d'eau installés partout sur le territoire, ce qui représente environ 3 millions de mètres carrés tout de même, dans des bâtiments prestigieux que vous connaissez parce que vous les voyez tous les jours, mais vous ne savez pas que France Énergie est dedans, la tour TF1, l'immeuble, le siège de L'Oréal à Clichy, la Banque de France à Paris, dont je vous parlerai tout à l'heure, le Washington Plaza à Paris, et puis des espaces mixtes comme la Tour Lille Europe, la Cité du Vin de Bordeaux, et bientôt le siège de Canal+, ici les Moulineaux, 42 mètres carrés. Je vais donc vous présenter le cas d'école traitant non seulement le confort thermique de chaque occupant d'un bureau, mais aussi et surtout la façon originale de traiter la qualité d'air intérieur. L'exemple concret de notre processus d'approche en mode projet a été appliqué sur l'immeuble Hinton qui se situe à côté de la gare Saint-Lazare, place Budapest, et qui est aujourd'hui occupé par la Banque de France. L'investisseur initial était le groupe SCOR. En travaillant avec la maîtrise d'œuvre, la direction technique du maître d'ouvrage, nous avons contribué à réinventer l'immeuble de demain, qui est économe, connecté, collaboratif et implanté dans son territoire, la ville, et de plus évoluera avec des attentes de ses occupants qui rendra finalement cet immeuble responsable. Les contraintes traitées, ça a été la recherche de gains de place à cause du prix du mètre carré élevé au cœur de Paris, vous imaginez bien. Une faible hauteur sous plafond, puisque c'est des bâtiments des années 70-80 qui ont ce défaut et qui obligent forcément, pour avoir le standard européen, à supprimer les gaines dans les faux plafonds. Une exigence aussi de flexibilité totale et sans travaux en passant d'une destination de bureau à salle de réunion et réciproquement. Bien sûr, de consommer moins de 50 kW par mètre carré, ce qui est le combat contre le réchauffement climatique. Et puis, bien sûr, des critères de qualité d'air aux normes internationales. Passe. Le résultat, une rénovation de prestige avec un bâtiment visible, suite, au cœur de Paris. Un projet à haute efficacité énergétique, reconnu par des labels BREEAM et HQE, une réalisation alliant confort thermique et qualité de l'air intérieur, une intégration, on parlait d'architecture tout à l'heure, qui est conçue en amont du projet. Tout le système de renouvellement d'air est dans la façade de façon totalement invisible, passe, et réalisé avec la base de 700 machines, 700 UTCI installées, assurant à la fois le chauffage, le rafraîchissement, le renouvellement d'air et la récupération thermique in situ. Ça couvre plusieurs protocoles dans l'écosystème tertiaire, mesure les principaux polluants et paramètres d'ambiance, contrôle le chauffage, bien sûr, la clim et la ventilation pour une meilleure santé, productivité et efficacité énergétique, et traite aussi bien les immeubles neufs que de rénovation. Voilà.
nous arriverons à une solution qui vous change de paradigme avec une réponse flexible, compacte et assurant à la fois des économies d'énergie, un confort individuel premium et puis un air intérieur fin. Merci Henri, merci pour la précision. Merci à tous les quatre. Est-ce que, j'appelle la régie, Cognac-J, est-ce qu'il y a eu des questions? Ouais, il y a eu quelques questions, mais comme ils sont bien, nos industriels, ils ont déjà répondu, ils sont très réactifs, ils ont déjà répondu sur le chat de conversation. Donc, il y avait des questions sur la peinture, d'où venaient les algues, quelle finition on pouvait obtenir. Bon, je pense que vous allez lire les réponses. Des questions pour la ventilation, si c'était valable en logement collectif, en réhabilitation et notamment dans la copropriété. Et je ne sais pas si vous voulez compléter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous levez la main, vous ouvrez votre micro, vous les posez. Ou si ceux à qui on vient de répondre ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent reformuler la question. Quelle est la durée de vie des unités là, que vous posez? Justement, monsieur Maraché. C'est Gérard Senior, architecte, qui pose. Enchanté, monsieur Gérard Senior. Les unités que l'on pose, la durée de vie, c'est plus de 20 ans. La grande force en fait de France Énergie, c'est qu'on a des produits qui sont indestructibles. Alors c'est un peu gênant, mais en même temps, c'est la vie. Donc on a des produits qui sont, quand on les remplace souvent parce que la réglementation a changé. On doit changer de fluide, donc on change les machines. Et souvent ces machines, on les rétrofit et on les remet dans le circuit. On parlait d'économie circulaire. On a une vraie démarche dans cet esprit. Donc pas d'obsolescence programmée. Ah non, c'est pas chez nous. Mais par contre, alors ça fait autant de contrats de maintenance, d'unités à maintenir. Non, c'est quoi les conditions de maintenance de ces appareils? C'est dans sa plus simple expression, de toute façon la seule condition, c'est le remplacement des filtres. La qualité d'air passe essentiellement par des filtres. Les filtres, on parlait de M6 F7, L6 F8. Et là, si vous voulez une qualité d'air qui garantisse la santé, il faut les remplacer de façon régulière. Alors nous, on a dans l'intelligence de la machine, on a des alertes. Et lorsque l'on a un algorithme de perte de charge d'un certain niveau qui est défini avec le maître d'ouvrage, ils font des campagnes de remplacement de filtres. Oui, mais il y a un remplacement des fluides ou non dans le... Non, ça c'est scellé, les fluides, c'est pas touché. Les fluides, ça n'a pas de... Il n'y a aucune conséquence sur la vie de la machine. Les fluides ne sont jamais évaporés. Hein. C'est scellé comme un réfrigérateur, par exemple. C'est indépendant. Le seul vecteur d'énergie qui circule dans le bâtiment, c'est de l'eau. Oui, mais c'est une pompe à chaleur. Les pompes à chaleur, elles ont des fluides et il y a des problèmes justement de fuite. Non, pas chez nous. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème de fuite chez nous. Et toi, chez toi, Édouard, ça fuit? Non, je n'ai pas de fuite frigorigène dans mes produits. Ouais. Pas encore. Bon, nous sommes rassurés sur ces plans-là. Tout à l'heure, Tarquet a dit groupe français, mais pas que français. C'est un groupe français, mais qui est présent dans 100 pays, donc qui a grossi par plein d'acquisitions, etc. Mais le siège est bien à La Défense, où je suis. D'accord, ok. Tu me déçois là, François. Ouais. Là, je trouve que c'est intéressant de présenter l'aspect. Bon, bien sûr, on a un sujet central qui est la QAI, mais quand même, il faut parler des autres aspects. Et vous en avez parlé, heureusement, sur la récupération, la réutilisation, etc. Et faites cet effort-là, parce qu'on est tout le temps concentré. Alors aujourd'hui, c'est QAI, mais un autre jour, ça va être le carbone. Mais voilà. ayez la délicatesse d'être multicritère, comme on l'est à l'Alliance HQE depuis le début. Oui, tout à fait. Puis on n'a pas fini d'en parler de ces histoires de carbone, hein, je pense. Oui, mais les solutions qui sont proposées ici sont décarbonées. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent se lever pour... Bon, écoutez, de toute façon, le principe de ces webinaires, c'est pas d'y passer des heures et des heures.
Il est 19h20, on a bien tenu les délais. Forcément, tu les as tellement stressés que… Oui, mais c'était le jeu. Ah, Gérard Turc, architecte, demande la parole. Alors, vas-y, Gérard. Oui, c'était simplement pour demander à Aldès, là, le filtre qui était présenté là, dans les entrées d'air tout à fait à la fin. Je suppose qu'il faut changer, qu'il faut remplacer les entrées d'air. Il faut une entrée d'air spéciale. Et est-ce qu'elles existent en acoustique ou bien en hygro? Alors, c'est une… donc, c'est un filtre en méditation. Édouard, on t'entend mal, essaie de couper ta caméra. Une fois par an en fonction de l'environnement sur lequel le logement est situé. Allô? Tu peux répéter? Répète, oui. Était coupé. Oui. Je disais que c'est changeable 1 fois à 2 fois par an. Allô? Oui. Changeable 1 fois, 2 fois par an. Voilà, c'est ça. Okay. Et qu'effectivement, ça dépend surtout de l'environnement dans lequel se situe le logement. Ouais. S'il est dans un milieu sain ou si effectivement il est proche d'une autoroute ou d'une route. Ouais. Et rappelez-moi la suite de la question, pardon. Non, mais, oui, la question, c'était pas tout à fait ça, évidemment. Non, mais que vous présentez un nouveau filtre là, dans les entrées d'air. Mais je suppose qu'il faut remplacer les entrées d'air existantes pour pouvoir installer ce filtre. Et donc, la question, c'était est-ce que ces entrées d'air avec le nouveau filtre existent en hygro et existent en acoustique et en hygro-acoustique? Enfin bon, les deux. Alors, il n'y a plus d'hygro dans le système puisqu'on a une sonde à l'intérieur du caisson qui est une sonde de déshumidification, donc qui permet justement de ne pas avoir de connotation hygro sur l'entrée d'air. Donc, c'est une entrée d'air traditionnelle en fait, avec un filtre. Donc, il n'y a pas de connotation hygro sur cette partie-là, puisque c'est géré, l'intelligence est gérée par le caisson avec sa sonde hygro. Et la dernière question, c'était, pardon… C'était en acoustique, parce que… Ah oui, tout à fait. La norme acoustique, effectivement, le développement de l'entrée d'air respecte le niveau acoustique traditionnel qu'on impose, qui est autour de 35, 37, 40 dB, ça dépend de l'implantation et du logement. Ok, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, Katia, veux-tu dire quelques mots pour parler un peu d'AMO et des activités actuelles, des conférences à venir, et puis nous conclurons, puisque Martin Duplantier est retenu à l'extérieur. Je ferai 3 mots de conclusion qui seront très brefs. Déjà, merci à tous pour votre participation. Pour les conférences à venir, en fait, on est en train d'établir le programme de l'année 2021. On a également un partenariat avec la RIX, Intermine et X-Pompière pour développer tout un cycle autour de l'impact de la crise sur les équilibres de l'immobilier. Ce matin, on a eu une conférence sur l'immobilier commercial. Au mois de janvier, on attaquera l'immobilier tertiaire, puis résidentiel. Et on a également la commission 3R qu'on mène avec Henri Maraché qui débutera à partir de début 2021 et pour laquelle en fait on prévoit également tout un programme de conférences qu'on mène en partenariat avec Circolab. Voilà. Étant réduire, réemployer et recycler. Voilà. Merci François. Bon, et sinon ce qui faisait la caractéristique d'AMO est évidemment suspendu. Ce sont ces visites pour avoir des regards croisés entre d'ouvrages, des concepteurs sur des bâtiments que nous visitons. Tout ça est suspendu depuis mars dernier. Mais un de ces jours, ça reprendra peut-être après la 5e vague. François, on peut profiter de poser la question qu'on s'est interrogé sur une nouvelle forme de visite dans des périodes de crise comme ça. Si on pouvait, avec un webinar, justement, faire d'abord la visite en comité restreint à 7, 8, 10, quand on peut, hein, le filmer et le restituer autour d'une table ronde avec autant d'invités qu'on a eu ce soir. Hein. Ça peut être aussi une question, est-ce que quelque chose comme ça est envisageable? Je pense que ça mérite d'être testé pour voir si l'éveil des sens est le même, j'en doute. La perception des espaces vécus autrement que sur un écran, c'est quand même très différent. Mais faisons le test, essayons.
Écoutez, merci en tout cas d'avoir été nombreux et fidèles, puisqu'il n'y a pas eu trop de décrochage. Juste en guise de conclusion, je voudrais vous lire un extrait de mon livre de chevet. Vitruve. Vitruve, c'est un copain archi qui a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il a écrit un traité sur l'architecture et notamment ses 10 livres. Dans le chapitre 1er, il parle de l'éducation des architectes et il nous explique tout ce que doit savoir posséder un architecte. Ça passe par la géographie, la géologie, la musique, la médecine, etc. Et Vitruve écrit, il y a un micro qui fait il y a quelqu'un qui mange des chips là ou Vitruve écrit, il faut aussi que l'architecte ait connaissance de la médecine pour savoir quelles sont les différentes situations des lieux de la Terre, lesquels sont appelés climata par les Grecs, afin de connaître la qualité de l'air, s'il est sain ou dangereux, et quelles sont les diverses propriétés des eaux, car sans la considération de toutes ces choses, il n'est pas possible de construire une habitation qui soit saine. Voilà, écrit il y a 2000 ans. Bravo. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bravo à tous. Ouais. Bravo pour la conclusion. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.